Dans cette vidéo YouTube, on va voir ensemble comment en 7 jours seulement d'immersion, on a réussi à dénouer une crise de sens et un brouillard mental qui bloquait Rémi depuis des mois. Rémi, c'est un entrepreneur de 24 ans que j'ai rencontré à Bali, qui était en perte de sens, en manque d'énergie et dans un brouillard mental depuis des mois. Et quand je l'ai rencontré, ça a tout de suite fait sens parce qu'il m'a fait penser un petit peu à moi quand je suis arrivé à Bali 3 mois auparavant. Et on s'est tout de suite bien entendu. Et en me racontant son histoire, j'ai eu la sensation que j'avais les capacités de l'aider parce que tous les outils que j'avais construits pour moi au travers de ces derniers mois que j'avais passés à vagabonder, à expérimenter à Bali avec plein d'expériences de toutes sortes, ça a fait écho. Et j'ai eu envie de lui proposer cette immersion de 7 jours que je vais vous présenter juste ici et qui, vous le verrez en regardant jusqu'à la fin de cette vidéo, a eu beaucoup d'impact, notamment sur la suite de son business, notamment sur la résolution de cette problématique initiale. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo YouTube. Ce que je vais te présenter ici, ce que je vais te montrer, c'est pas juste un use case, c'est vraiment un témoignage profond de Rémi, une expérience profonde qu'il a vécue avec moi. C'est une aventure humaine, c'est une transformation humaine, c'est quelque chose qu'on a vécu tous les deux. Donc tout ça, je l'ai documenté, j'ai essayé de le garder le plus authentique possible pour que tu puisses suivre étape après étape ce qu'on a traversé. Et si jamais ça te touche et que c'est quelque chose qui te parle, que tu as envie également toi aussi de vivre ça et que tu es présent à Bali, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça pourrait t'intéresser. Donc le premier jour de cette immersion, ça a été un jour de profilage et d'analyse. Donc ce que j'ai proposé à Rémi, c'est de réaliser un podcast. On s'est un petit peu assis tous les deux et il m'a raconté un petit peu plus sa vie en détail et le chemin qu'il avait parcouru jusqu'ici. J'ai pu comprendre qu'il avait eu une vie très agitée depuis qu'il s'était lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat et qu'il était notamment passé par 2 grandes phases qui s'étaient répétées. On a pu identifier des cycles et des patterns qu'il avait eu du mal à comprendre jusqu'ici. Donc au final, j'ai monté une grosse activité dans ce domaine-là parce que j'ai monté une équipe sur 1 an et demi de plus de 1000-1500 personnes, un réseau affilié avec des distributeurs, des développeurs. Je montais des conférences, des formations. J'ai vraiment développé le truc fort et c'était ma première expérience entrepreneuriale. Je me souviens que j'enlevais mon t-shirt, je mettais une chemise et je lançais le visio. Je finissais à 22-23 heures. C'était un rythme de malade. Je ne sais pas comment j'ai tenu, mais j'avais 20-21 ans. Donc j'avais le jus terrible. Et au final, une semaine après, maximum, cette conférence que j'ai enchaînée après être rentré des Maldives. Back-office, erreur 404, terminé, bloqué. Ça fait quand même un peu de bruit parce qu'il y a eu 3 millions de clients qui, je spoil la fin, mais on s'est fait scammer. Donc voilà, ça a été dur de se faire à l'idée après des mois et des mois que vas-y, il n'y a aucune chance, ils sont partis avec la caisse. Mais moi pendant ce temps, j'étais sur mes économies, donc c'était un premier coup dur. Je pense que j'ai eu une mini dépression. S'ensuit une aventure où Antoine Blanco est au top de sa réputation, ou je sais pas, sur le podcast et tout ça. Et en fait, tu as 400 leads qui rentrent par jour. Moi, je peux pas traiter 400 leads par jour. J'étais le seul. Et donc, je prends direct le rôle parce que moi, j'avais déjà monté des équipes en MLM et tout. Je savais ce que c'était. Donc, vas-y, viens, on monte une équipe. Donc, je passe manager au bout de 3 semaines que je suis setter. Je monte une équipe et puis petit à petit, voilà, l'aventure grossit. J'ai terminé à être head of sales, à driver tout le pôle de vente chez lui, 20 commerciaux, setters, closers que je manageais. On montait à 300-400 000 euros par mois de cash collecté à ce moment-là. Donc, c'était une très belle aventure. Je regagnais très bien ma vie, enfin. Je reçois juste un mail en mode c'est terminé. Moi, j'ai été sorti, mais genre one shot comme ça. J'aurais plus accès à rien, aucun software, rien. Donc, les équipes que j'avais implantées chez lui, que je manageais au quotidien, avec qui j'avais les rapports, je ne peux même plus leur parler. Enfin bon, j'ai WhatsApp, mais bref, mal fait. Mais encore une déception, encore un moment où je repars à zéro, ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que je suis trop content de faire ce podcast et l'aventure qu'on va vivre cette semaine parce que j'arrive du coup un peu à saturation de tout cet enchaînement de chaos, de repartir avec du nerveux tout le temps et du stress à gérer en fait sur cette pression de l'entrepreneuriat, à bien gagner puis rien, puis gagner puis rien. Et je suis en recherche d'alignement et de me dire ok, prends un peu de recul maintenant, profite aussi d'être à Bali parce que mine de rien je réalise que depuis octobre ça fait quasiment 6-7 mois que je suis là, que je suis la tête dans le guidon, dans le boulot, dans l'agence, dans le truc. J'adore le style de vie que j'ai ici, mais je me rends compte que j'ai perdu un peu cet alignement, que j'ai plus cette énergie non plus. Je suis fatigué au quotidien. En fait, je sens que je suis j'étais sur un début de burn-out
En fait, tu es tout le temps en train de repartir et j'ai jamais pris de vacances en fait depuis des années et des années. Ça m'est arrivé de me dire des fois, tellement j'avais de la charge mentale, je disais à ma copine, vraiment là, limite, je veux tout arrêter, tu me dis de passer le balai tous les jours, moi je suis content. Genre... Par la suite, je lui ai proposé, du coup, au travers de ses peurs et ce podcast d'analyse de bilan, de faire un appel avec Adam, qui est spécialisé en lecture de Human Design, pour un petit peu mettre à profit toutes ces informations et créer du lien avec la spécificité de son design, qui, vous le verrez au cours de cet appel et avec ces échanges, est très spécifique. C'est un design de projecteur, c'est un design qui requiert une attention toute particulière. Et on l'a vu au travers de l'échange avec Adam, que c'est très important de le respecter et que c'est quelque chose peut-être qu'il n'avait pas connaissance avant et qui l'a amené à se heurter à ce mur qui est celui du brouillard mental et de la perte d'énergie. C'est ça qui est très intéressant parce que d'un côté, moi j'ai l'impression que ça vient beaucoup effectivement à moi par mes connexions, mes relations et donc je l'entretiens parce que je l'ai constaté dans ma vie et donc c'est ce qui fait que j'avance. Mais de l'autre côté, et c'est pour ça que ce sera peut-être à travailler, j'ai l'impression de pousser beaucoup les choses, de devoir beaucoup affronter, aller de l'avant et pousser, tu vois, et de devoir forcer mon destin. Et au final, ouais, il y a peut-être quelque chose qui là-dessus vient je sais pas comment dire, mais... Je veux parler aussi des deux autres centres dont je n'ai pas parlé, donc le centre racine et le centre à gauche, le spleen. Le centre racine, c'est celui qui te met la pression. Donc, en fait, tu pourrais avoir, et c'est un peu ce que tu me dis, tu as une pression de temps, à vouloir finir les choses, d'accord? À vouloir le faire vite. Et ça, c'est pas que tu te mettes la pression de temps, d'accord? Toute ta vie, c'est prendre le temps. Parce que tu vas voir que t'as des périodes où tu vas être très tranquille et des périodes très courtes et intenses de travail où tu vas faire un travail de fou en 2 jours. Mais il faut pas que tu te mettes la pression. Il faut vraiment que tu apprennes. Et c'est pour ça que je pense que le breathwork et la méditation, ils vont t'apprendre à juste let it go, let it go, let it go. Et le spleen, c'est les peurs des autres. Et tu vas ressentir, si je t'ai dit, t'as un combo, faut faire très attention, que tu vas sentir la pression de temps, la peur des autres et les émotions des autres. T'imagines? Ces 3 choses-là, tu les captes à fond. Je dis une petite anecdote. Je sais que depuis petit, j'ai un truc avec l'hôpital. Genre, vraiment, je peux pas rentrer dans un hôpital et y rester un moment. Ah, mais ça doit être trop chaud. Ça doit être horrible pour toi. Ça doit être horrible. J'ai une anecdote où je me suis évanoui dans l'hôpital. Je peux plus rester dans un hôpital. J'ai l'impression et je ressens presque toute la merde qu'il y a dans l'hôpital. J'ai des frissons. Et j'arrive pas à rester dans une salle d'attente d'hôpital, c'est infernal pour moi. Parce que c'est les autres qui sont autour de toi. Bah oui, bien sûr. T'imagines le stress des gens, la peur des gens, les émotions des gens, le mal-être des gens. Et la colère aussi, parce qu'il y a beaucoup de colère dans ce genre d'endroit où tu sais, il y a une impatience. Ah ouais, ça doit être chaud. Ouais. Mais attention, je veux dire, ça c'est pas un point faible. Ça veut dire qu'une fois que tu l'auras bien travaillé, tu seras capable de te dissocier de ça. Tu comprends? C'est-à-dire qu'une fois, tu pourras juste voir que ok, je le sens. Ok, je le sens. Je le prends, je le prends pas. Je le prends, je le prends pas. Tu vois, t'es pas obligé de le prendre. Tu n'es pas obligé de l'absorber. C'est ça aussi la vraie puissance des projecteurs. Donc c'était très intéressant cette première phase. Elle nous a permis de mettre un cap, de poser un profil, de permettre à Rémi de comprendre aussi pourquoi il avait fonctionné comme ça depuis plusieurs années, de comprendre ses forces comme peut-être ses points de vigilance. Et du coup, ça nous a permis de de cibler la suite de cette immersion jour après jour en fonction des spécificités de son design. Donc à la suite de ça, j'ai présenté à Rémi un petit peu le programme, ce à quoi il devait s'attendre et ce à quoi il ne devait pas s'attendre, parce qu'il y avait des éléments que je pouvais lui partager, mais il y avait des éléments également que je me devais de les garder secrets pour que l'impact de cette immersion ait véritablement un sens. Donc ce que je lui ai expliqué dans un premier temps, c'est qu'il allait vivre ce que moi j'ai vécu et qu'il allait plus ou moins retrouver la pratique et les routines que j'avais installées. Et c'est notamment cette routine d'ancrage que j'avais construite au fur et à mesure de mon arrivée à Bali qu'il allait devoir respecter et jouer le jeu pour voir une amélioration. Et cette routine d'ancrage, elle consistait du coup par un travail de breathwork et de méditation le matin à 7h30 à la plage. Donc on avait 15 minutes de breathwork et 10 minutes de méditation. Ensuite, on allait directement manger un petit peu et on se retrouvait à la salle de sport à Nirvana où on avait 5 minutes d'exposition au bain froid, donc dans le bain à 10 degrés. La philosophie, c'est... No pain, no gain.
Et ensuite, on avait une séance de mouvement et de mobilité. On abordait des thèmes donc sur la mobilité de la partie supérieure, sur la mobilité de la partie inférieure, et aussi un travail spécifique sur du full body. Donc ça dépendait au fur et à mesure des jours. Mais cette routine, elle était connue et c'était ce que j'avais mis en place sur les derniers mois et qui m'avait permis d'acquérir, du coup, de retrouver des sensations corporelles, de retrouver un système nerveux plus régulier, plus fonctionnel, et c'est également ce qui m'a permis de retrouver de la clarté d'esprit en le répétant et en l'ancrant. C'est pour ça que je l'ai appelé routine d'ancrage. À la suite de cette routine, on avait sur la deuxième partie de la journée des activités mystères. Donc elles faisaient partie du domaine de l'imprévu. Donc je ne pouvais pas les partager à Rémi. Je lui ai juste demandé de bloquer différents créneaux au cours de la journée. Au fur et à mesure des jours, il a découvert du coup différentes activités que je vais vous présenter jour après jour et qui l'ont impacté, qui l'ont fait réfléchir, qui lui ont fait ressentir de nouvelles sensations. Et on accompagnait ça du coup de temps d'échange où on revenait sur ces pratiques-là pour approfondir et pour mieux comprendre. Et on essayait à chaque fois de faire le lien avec la thématique de son Human Design et ce qu'on avait identifié comme peur fondamentale et comme spécificité de son Human Design. Donc le premier jour, le mardi matin, on a démarré cette routine du coup à la plage où on s'est retrouvés tous les deux à méditer. Donc moi ça m'a fait bizarre d'avoir quelqu'un maintenant un petit peu sous la forme d'un coach où finalement il partageait mon expérience comme moi je l'ai vécu, mais je n'étais plus seul et j'avais maintenant un petit peu ce rôle de, je sais pas, de grand frère, de maître. Et c'est trop bien parce qu'en fait il a accepté de jouer le jeu, il était ouvert à tout ça, il était demandeur et en fait il écoutait. Et moi j'ai dû un petit peu trouver un juste équilibre entre lui donner les informations juste celles qu'il faut pour qu'il puisse progresser à son rythme sans forcément lui bombarder, parce que j'avais la sensation que j'avais énormément de choses, j'avais envie de lui transmettre énormément de choses parce que moi ça fait 6 ans que je suis dans ce milieu là, que je pratique. Et en fait il arrivait un petit peu comme un nouveau-né en mode bon bah c'est cool tout ça, je suis curieux, j'ai envie d'en apprendre plus, mais il a ses spécificités, il fonctionne pas comme moi, il a son propre design et il y avait ce besoin de me tempérer pour lui donner juste ce qu'il faut à l'instant T, à l'instant présent. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai amené cette routine avec de la simplicité, avec les infos les plus pertinentes possibles à mon goût, et j'ai essayé à chaque fois de lui poser des questions pour qu'on arrive à avancer tous les deux pour que je lui donne juste ce qu'il a besoin. Donc on a fait cette première routine sur la journée du mardi. Il a pu rentrer dedans, voilà, on a pu commencer à échanger, on a pu avoir nos premiers échanges de discussion sur les mouvements qu'on a pratiqués à la salle à Nirvana, sur pourquoi le bain froid, sur pourquoi la respiration, pourquoi on l'organise dans ce sens-là, quel impact ça a sur la physiologie du corps, quel impact ça a sur le maillage de notre esprit. Et ensuite, il a dû vivre une première activité mystère sur la journée du mardi qui était un sand dealing à Udara dans le grand dôme qu'ils ont construit récemment. Ce sand dealing, il portait un nom spécifique, je me souviens plus lequel c'était, mais je l'avais sélectionné parce que Rémi auparavant m'avait dit qu'il en avait fait un à Udara pendant le festival du Sunday et il avait vraiment réussi à rentrer dans un état spécifique. Je me suis dit ok, on va lui faire goûter un sand dealing beaucoup plus pointilleux et on va voir comment son corps réagit à cette expérience. Donc on s'est retrouvé dans le dôme un petit peu d'Udara, lui il savait pas trop à quoi s'attendre, donc on a pu participer à l'expérience tous les deux. On est rentré dans le jeu et à la fin de cette expérience, du coup, on a eu un beau témoignage de Rémi qui était très satisfait parce que c'était quelque chose qu'il avait déjà vécu, mais cette fois-ci à un autre niveau. Et on a pu poser une petite base de compréhension dessus en discutant tous les deux, qui était la suivante. C'était top. Après, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu yoga aérien, j'ai eu un peu peur. En fait, ça va, c'était pas ça. Mais j'ai adoré parce que j'adore le sound healing et là pour le coup il était vraiment puissant. J'en avais fait un aux pyramides de Chi à Ubud qui était déjà vraiment top, l'endroit étudié pour avoir de l'ancrage et tout, mais là pour le coup ils étaient trop forts les trois gars là. Violon, handpan, guitare, plein de bruits, plein de choses, mais des gongs, c'était dingue et ouais, ça m'a bien transporté. Je t'ai vu, je me rappelle, t'as fait oh, t'étais comme ça en mode. Oui, il était derrière, il avait pas encore vu. Ce que j'ai ressenti pendant la phase 1, un afflux d'énergie puissant déclenché par la combinaison du violon et du handpan. C'est vrai que c'est à ce moment-là, moi, c'est là où j'ai eu le plus gros truc, c'était violon et handpan en même temps là. Et j'avais une énergie qui montait. Et je pense qu'il a su l'expliquer là. Ouais, sensation d'élévation, de puissance intérieure, de vitalité. Un besoin presque physique de canaliser cette énergie, de la retransmettre, de la mettre au service d'une intention, une envie de transmettre, de créer, de vivre plus intensément. J'ai vraiment ressenti cet afflux d'énergie qui montait
Et genre, il fallait que ça sorte presque. Et j'avais envie de transmettre, de T'as envie donner. de bouger un peu aussi. Ouais, j'avais envie vraiment d'utiliser cette énergie au service de quelque chose derrière parce que j'avais besoin de l'évacuer, tu vois, derrière. Ok. Donc, ouais, une motivation un peu qui m'est montée grâce à ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Comme vous avez pu le voir, Rémi, il a vraiment plongé dans cette expérience. En tant que projecteur, c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien. Donc on a réussi à faire le lien avec cette pratique-là. Et en fait, le sound healing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une pratique qui nous permet d'aller imposer ou d'aller proposer plutôt au corps et au système auditif des vibrations qui permettent de toucher certaines parties cérébrales, qui permettent d'aller activer certaines parties qui sont endormies en temps normal. Et si on est dans un état méditatif du coup assez profond, on arrive à stimuler ces zones-là et à accéder à un petit peu de guérison, à accéder à des états de conscience un peu modifiés qu'on peut retrouver dans certains états méditatifs. Et c'était là tout l'enjeu, c'était d'arriver à dépasser le mental contrôlant monkey mind qui est tout le temps dans l'analyse et rentrer un petit peu dans un état modifié de pure relaxation où on se laisse guider par des sons et des vibrations qui sont agréables et bénéfiques pour le cerveau. Et du coup, voilà un petit peu l'explication et aussi ce qu'en a retiré Rémi. Donc le jour 2, donc le mercredi, à la suite de ce super sound healing, on s'est retrouvé pour la deuxième journée de la routine d'ancrage. Donc on a continué de mettre un accent sur l'importance de garder cette routine structurée. Petit passage d'explication de pourquoi on met en place une routine. Une routine, grosso modo, normalement, elle prend un certain temps de répétition avant de pouvoir s'ancrer dans le processus inconscient de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on accentue des pratiques et qu'on met une spécificité au fait de la faire, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'il y ait des sensations ou pas de sensations. Le but est de la rendre régulière pour qu'elle ait vraiment un ancrage au travers du corps. Généralement, on a des chiffres comme 21 ou 28 qui permettent de donner un repère pour savoir si la routine elle devient automatique. Il faut que vous puissiez être capable de sentir au bout d'un certain temps si cette routine-là, elle est vraiment ancrée. Vous allez vous rendre compte de ça en vous posant la question de comment vous vous sentez passer ce délai. Est-ce que vous sentez que pour vous, si vous avez loupé un jour ou deux, c'est quelque chose qui vous crispe, qui vous rend mal à l'aise, qui vous donne envie d'aller faire cette routine? Si c'est le cas, ça veut dire que le job a été fait, ça veut dire que vous ressentez une sensation de frustration du fait de ne pas la faire. Et si vous arrivez dans cet état-là, ça veut dire que clairement, il y a eu un changement, vous avez bien fait votre travail, parce que votre mental, votre inconscient, il vous pousse à aller chercher cette expérience-là, parce qu'elle a été bénéfique, parce qu'elle vous a fait du bien, et surtout parce qu'elle est ancrée. Donc on met en place cette routine avec toujours la même forme, la même structure, on voit un petit peu comment le corps il évolue, ça nous permet de faire un retour vis-à-vis du premier jour, et on a un travail notamment de handstand, je crois, sur ce deuxième jour. Du coup, Rémi a pu un peu plus plonger dans un travail nouveau, un travail qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc c'est cool, ça lui a permis d'un petit peu de voir comment moi je travaillais au poids du corps, de prendre conscience que c'est vraiment une sollicitation nerveuse, une sollicitation musculaire, une sollicitation polyarticulaire qui oblige finalement, avec toutes les sensations corporelles qu'on a, à être présent dans le moment. C'est ça qui est cool parce que quand on a beaucoup d'informations dans ce genre d'activité, donc l'activation de la pointe des pieds, la rétroversion du bassin, le gainage abdominal, l'élévation scapulaire, donc qui se regroupent en un et c'est compliqué, ça demande une sollicitation du coup du cerveau assez intense. Donc on a pu voir que le mouvement a tout un intérêt sur l'activation neuromusculaire et ça permet notamment de ne pas être dans le brouillard mental habituel parce qu'on est concentré sur une action qui est certes physique mais qui est aussi neurologique. À la suite de ça, on a vécu, je pense, l'activité la plus stimulante pour le système nerveux et pour le corps de manière générale. On est parti faire du coup dans l'après-midi un breathwork chamanique avec Rémi. Donc c'était pour lui la première fois qu'on faisait un long breathwork. Donc ces breathworks là, ils sont assez connus à Bali, vous pouvez les retrouver en France. Ils font partie de la catégorie des breathworks somatiques et notamment plus précisément du breathwork holotropique, c'est ce qu'on a fait. C'est un type de breathwork très spécifique. J'ai fait un podcast intégral où on rentre en entier dans le sujet avec Chris que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Donc je rentre pas dans le détail ici. Si vous êtes intéressé pour comprendre cette pratique en détail, allez voir ce podcast là qui sera vous apporter tous les éléments que vous avez besoin pour comprendre. Mais grosso modo, ce breathwork a un but très particulier qui est de libérer des émotions qui sont restées enfouies somatiquement, donc dans le corps, avec du coup une méthodologie qui appartient à Stanislas Hof, qui est un chercheur qui à la base s'intéressait
à ce que produisent les substances telles que le LSD, donc les substances psychotropes. Elles induisent la sécrétion d'une hormone qui est la DMT, et c'est une hormone qu'on retrouve à l'état naturel chez l'homme, qui est produite dans des pratiques telles que ce type de breathwork. Donc, Stanislas était la personne à l'initiation de toutes ces recherches-là, et on est allé du coup travailler ce type de breathwork. Concrètement, ça consistait à faire 1 heure de respiration en continu avec une inspiration nasale et une expiration buccale. Donc on retrouvait du coup une certaine intensité, et il y a tout plein de thématiques qui rentrent en jeu dans ce type de travail-là. Mais grosso modo, on vient stimuler des zones du corps qui n'ont pas été stimulées, qui ne sont pas stimulées de manière générale au cours de la vie de tous les jours. Et vu qu'on accède par la respiration à des états de conscience modifiés, on fait rentrer le corps dans un état qui est différent, et l'esprit également, et on peut accéder à plein de choses, mais grosso modo, soit on accède à une hyper-régulation du système nerveux qui était peut-être déséquilibré, ce qui était le cas de Rémi, ce qui explique aussi sa sensation post-breathwork, mais on peut accéder à des visions, on peut accéder à des mémoires antérieures, à des traumatismes qui n'ont pas été process. On peut accéder grosso modo à plein de choses, donc c'est une pratique très intéressante mais très coûteuse en énergie qui risque de vous fatiguer, et c'est pour cela aussi qu'on avait préparé avec la routine d'ancrage un travail assez régulier sur le breathwork. Donc tout ce travail-là de routine d'ancrage, vous le verrez, a toujours un sens dans les activités d'exploration qu'on aborde par la suite qui sont plus coûteuses et plus sollicitantes. Donc Rémi, vous pouvez voir juste par la suite son retour d'expérience qui est le suivant. Ouais, je me suis surpris à pleurer, à vider en fait des émotions d'un coup à la fin. Donc je sens que ça a eu des effets sur mon corps, mine de rien. Donc ouais, c'était puissant, ça m'a bien bousculé le système nerveux parce qu'au final après, de plus en plus dans la soirée, j'avais un peu la nausée aussi qui est survenue. Toi, je sais que ça a été très rapide, mais moi ça a pris un peu de temps, des étourdissements et j'étais pas bien. Mais elle avait expliqué du coup, Krishna qui s'en est occupé, qu'en fait... vu que tu perturbes pas mal le système nerveux, justement, c'est tout à fait normal. Bon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il me l'a pas dit, et je préférais ne pas trop m'imposer et lui donner d'éléments sur cette deuxième activité mystère, donc je lui ai pas trop expliqué pensant qu'il avait compris. Apparemment, visiblement, il m'a suivi pendant la majorité du breathwork. Vous pouvez voir sur ces images-là où il pompait bien pour essayer de respecter les consignes. Mais du coup, il n'avait pas totalement compris, ça il me l'a dit après, quand on a fini par dessiner, ça fait partie de la méthode de Stanislas, un dessin un peu comme un enfant pour exprimer ce qu'on a vécu. En fait, Rémi, il m'a regardé, il m'a dit j'ai pas trop compris, j'ai fait à cœur, j'ai fait une ligne, et en fait j'ai vu que j'ai ressenti à la fin un peu d'émotion, j'ai pleuré sur la feuille, alors que moi je lui avais dessiné un super dessin hyper complexe avec la vision d'un ange, de l'espace blanc, des révélations corporelles, et lui il me sort ça et il me dit qu'en fait il a pas trop compris. Bon, ça m'a fait rire, mais grosso modo en débriefant à la fin, j'ai pu lui expliquer un petit peu le but de cette pratique, pourquoi on l'a fait, et puis il a finalement compris l'enjeu et aussi compris le fait que c'est pas en une fois qu'on a tous les bénéfices de ce genre de pratique. Ça peut mettre parfois un certain temps d'aller toucher les ondes cérébrales type gamma, qui sont les ondes où on retrouve un certain aspect de guérison ou des visions, mais la majorité du temps ça reste un travail. C'est pour ça qu'il y a le mot work, dedans. C'est le travail du souffle, il y a un travail à faire, il y a de la répétition, donc il ne faut pas s'attendre à des résultats miraculeux. Il faut même, ce que j'expliquais à Rémi, ne s'attendre à rien quand on s'engage dans ce genre de pratique, parce que dès le moment qu'on a une attente envers quelque chose, on crée un bruit mental, on crée un attachement, et en fait on passe à côté de l'expérience. Donc cet état d'esprit, j'ai essayé de le répéter à Rémi, j'ai essayé de l'inclure dans cette thématique d'activité mystère, pour que justement il n'ait pas d'accroche, il n'ait pas d'attente vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis de ce qu'il va vivre, et il reste dans un esprit ouvert. Donc à la suite de ce breathwork, on était tous les deux explosés. Vous avez pu le voir du coup sur un petit peu nos échanges. Donc j'ai décidé volontairement aussi dans le goupillage de ce programme de laisser une journée un petit peu off, parce que dans tous les cas, Rémi, il avait aussi des responsabilités du point de vue de son travail. Donc il avait des appels à prendre, et moi aussi j'avais de la clientèle à gérer, j'avais des choses à faire. Donc on a décidé de faire juste la routine du matin, et l'après-midi, on a pris un temps off tous les deux, et on s'est du coup retrouvés sur la journée du lendemain, la journée du vendredi. La journée du vendredi et celle du samedi, c'était la bouchée double. Donc on a envoyé la sauce, ça y est, on était déjà fatigué des 3 premiers jours, mais là du coup c'était les journées, je pense, les plus complètes et les plus chargées qu'on a eues durant cette immersion. La journée du vendredi, donc ça faisait 3 jours
d'affilée qu'on avait travaillé sur notre routine d'ancrage depuis mardi, mercredi, jeudi. On arrivait vendredi et j'ai voulu proposer à Rémi un nouveau type de travail du mouvement. Et en fait, j'ai trouvé juste de lui proposer ce qu'on appelle le power yoga. Donc c'est une variante du yoga traditionnel. C'était mon ami Maxime qui proposait ce cours là dans la salle. Donc je l'ai inscrit et je me suis dit bon, c'est bien parce que ça va nous permettre de voir la combinaison de tout ce qu'on a travaillé jusqu'ici. Donc ça avait du sens. On avait travaillé la mobilité des membres inférieurs avec la mobilisation des hanches. On avait travaillé la mobilité des membres supérieurs avec un travail d'ouverture d'épaule et de positionnement en handstand. Et on avait travaillé du full body avec une séance de tirage traction, donc un travail de renforcement musculaire. En faisant tout ça, ça nous faisait une bonne combinaison pour aller expérimenter la pratique du power yoga avec du coup notre bon copain Maxime qui donnait ce cours, en qui j'avais totalement confiance et qui nous a bien régalé pendant 1 heure. Donc je suis content. C'était très physique, mais ça lui a permis de voir l'aspect combinaison de tous ces éléments-là. Et pareil, le yoga qui est une pratique qui est très, très répandue à Bali, mais qui a tous ses bienfaits d'un point de vue mouvement, partie corporelle, mais aussi d'un point de vue mental. On a un lien avec la respiration dans chaque mouvement, ce que vous retrouverez dans plein de pratiques depuis des millénaires. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très essentiel de toujours garder l'aspect corporel dans vos pratiques, l'aspect somatique, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant et c'est ce que j'enseigne et que je pratique également. Donc le yoga, c'était l'activité du jour de ce vendredi. Ensuite, on avait 2 activités mystères du coup pendant l'après-midi. Donc on est parti à Ubud, la Mecque du développement personnel, mais bon, de mon point de vue, on allait juste chercher les activités que j'avais expérimentées, dont j'avais connaissance. Et on avait notamment une activité sur le Qigong et une activité sur la danse statique. Donc là, on commençait à toucher un petit peu à mon domaine, sur lequel je me forme depuis des années et que depuis que je suis à Bali, j'ai encore mis un gros pied dedans, qui est celui de l'expression du corps, de la danse somatique, de l'expression du traumatisme des émotions enfouies, comme dans le breathwork, mais avec le mouvement et la danse. En tant que danseur hip-hop, c'était un challenge pour moi parce qu'il n'était pas du tout danseur, il me l'a dit, et j'ai dû du coup lui faire une introduction assez rapide parce qu'on n'avait pas énormément de temps à ce concept-là. Donc cette introduction, vous pouvez la retrouver dans cet échange qu'on a eu ensemble juste ici. Alors déjà, quand je te dis somatique, qu'est-ce que ça t'inspire? Je connais pas ce mot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui concerne les pratiques somatiques. C'est des pratiques qui mettent en jeu le corps. Somatiser, c'est un processus corporel, juste pour que tu fasses le lien. C'est quand le corps il va traduire une émotion. Donc en gros, tu vas ressentir quelque chose de fort ici. Et le fait de somatiser, c'est par exemple, je suis anxieux, je suis en colère, ça va se traduire par de la crispation, des symptômes dans le corps. Il y a des maladies qui peuvent se déclencher comme ça peut aller du symptôme à la maladie. Bref, tout ça pour expliquer que souvent on parle de traumatisme, tu sais, quand les gens ils sont en crise de sens, quand ils comprennent pas ce qui leur arrive dans la vie, parce que il y a eu un trauma qui a été vécu à un instant T, et souvent on pense que le trauma, il y a des concepts, on se dit qu'il est dans la tête, parce que souvent il a été vécu mentalement, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il continue de vivre et il a une empreinte dans le corps. D'où l'intérêt de mon étude et de tout ce travail autour des personnes sur Bali que je suis, notamment dans l'aspect danse, parce que je suis danseur, autour du travail du corps. Donc il y en a plein des pratiques, le breathwork c'en est un. Ce qu'on a fait c'est du breathwork somatique. Elle a expliqué que ça s'appelait holotropique parce qu'il y avait le côté DMT et tout, mais c'est une pratique corporelle. La méditation sous certaines formes c'est une pratique aussi somatique, c'est juste que c'est un petit peu moins intense en termes de sensations. Et notamment des pratiques comme la danse, selon comment c'est pratiqué, ça peut aussi avoir un intérêt pour exprimer des émotions. En fait, le but, c'est d'aller, quand tu as un traumatisme, tu as une crispation, tu as une émotion qui est un petit peu refoulée, qui n'a pas été vécue, et tu vas chercher à la faire revivre corporellement, à la lui permettre de s'exprimer. Parce qu'elle est endormie, on va le voir comme ça, elle est endormie, mais elle a été enregistrée dans ton corps. Et c'est pas en y réfléchissant, en parlant, que ça va arranger les choses. Parfois ça marche, mais très souvent, c'est dans le corps et il y a un besoin d'expression, il y a un besoin de la faire bouger, il y a un besoin de la revivre. Pour toi, j'imagine que tu m'as dit, c'est quelque chose qui est encore un petit peu mystérieux, ou du moins, peut-être tu as de la réserve dessus, tu n'as pas forcément d'expérience. Ça peut te paraître abstrait, et pourtant, c'est hyper puissant. Déjà, je vais te poser la question, toi, c'est quoi ton rapport vis-à-vis de la danse? Ouais, j'ai jamais trop, au final, la danse que je faisais, c'était justement, effectivement, à l'époque du hip-hop, mais j'ai beaucoup plus vite fait du breakdance. J'ai jamais trop fait, au final, le debout. C'était très, très
vite au niveau du sol. Et j'ai jamais vraiment accroché à la danse parce que j'ai jamais trop compris ou vu l'intérêt effectivement. C'est jamais quelque chose qui m'a attiré pour retranscrire quoi que ce soit. Peut-être que c'est mes propres blocages, des choses que j'ai définies, parce que j'ai vite associé la danse aux boîtes de nuit, des choses comme ça. Mais des choses où pour moi je sentais, où j'avais l'impression de devoir me forcer. Des danses qui se font où tu lâches un peu prise parce que t'as bu et tout. Mais ouais, vu que j'ai jamais trop, je pense, adhéré au milieu des boîtes de nuit et tout, j'ai peut-être un peu vite associé aussi la danse à ça. Et donc j'y ai créé une forme de blocage. Alors que, bah, comme tu es en train de le dire là, il y a sûrement d'autres formes de danse et des choses très intéressantes pour faire exprimer le corps, se laisser porter. Et donc, curieux de le découvrir. Donc comme vous pouvez le voir, on a à peine eu le temps d'aborder plus ou moins les grands concepts de la danse somatique. C'était compliqué pour moi de lui faire une introduction complète à ce sujet-là et de le préparer. Donc j'ai décidé un petit peu de lui donner juste ce qu'il faut, encore une fois, pour qu'il soit plus ou moins préparé pour ce qu'il allait vivre en tant qu'activité mystère. Du coup, Rémi a pu être initié plus ou moins convenablement à cette pratique de la danse somatique. J'ai pu lui expliquer certains concepts, mais l'essentiel pour moi était juste de lui permettre de comprendre qu'en tant que projecteur, il a cette particularité de recevoir énormément les énergies des autres, et c'est une qualité et aussi un défaut, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de le ressentir et de voir ce fonctionnement-là, il risque de se faire défoncer ses batteries et en fait il va pas du tout kiffer l'expérience. Donc dans un format, une activité type danse et statique à Bali, au Yoga Barn, c'est ce qu'on est allé faire, où il y a tout un ensemble de personnes qui vont danser, qui vont donner leur énergie, qui vont un petit peu faire n'importe quoi dans leur bulle. Si on n'est pas suffisamment ancré en soi pour l'intention qu'on veut vis-à-vis de l'expérience qu'on recherche ici à travers la danse, et qu'en plus on a des préjugés, des avis spécifiques vis-à-vis de la danse, en fait on risque d'être confronté à un mur, de tout de suite se bloquer énergétiquement et de pas du tout kiffer l'expérience. Donc j'ai essayé d'anticiper ça, et on a travaillé notamment autour du fait de se recentrer sur soi, donc un travail avec les yeux fermés. Je lui ai demandé de se concentrer dans un premier temps sur les sensations corporelles et sur l'isolation, donc certaines parties du corps, les épaules, les hanches, les genoux, les mains, de réouvrir les yeux de temps en temps tout en gardant ce focus intérieur. Et en fait, c'était déjà un premier effort. Donc les 10-15 premières minutes, on s'est mis dans un coin où c'était pas trop agressif, on est resté ensemble à côté, je lui faisais vivre la pratique, je l'initiais en étant à côté de lui, sans trop pousser, et puis au bout d'un moment, je l'ai fait se déplacer dans la salle, on est allé dans un espace où il y avait un petit peu plus d'entrain, et en fait moi j'ai commencé à kiffer parce que j'avais l'habitude des danses statiques, mais souvent c'est des musiques qui peuvent être un petit peu chiantes, hein, je l'avoue, ou un peu lentes, et là on a eu le droit à un bon gros remix trap hip-hop, et bon malheureusement on n'a pas d'image parce qu'on n'a pas pu filmer ce qui se passait à l'intérieur, mais on a du coup le témoignage commun qu'on a fait qui est juste ici où on va pouvoir vous expliquer un petit peu comment on l'a vécu tous les deux. Comment tu t'es senti au départ, si tu devais me mettre juste une chronologie, parce qu'en respectant ce que je t'avais dit, parce qu'au début tu as fermé les yeux, tu as essayé de faire slow-mo, tu as vu que ça respectait un peu ça, les musiques, et ensuite ça bombardait un peu plus. De plus en plus. Comment je me suis senti sur cette chronologie ? Ouais, si tu non, peux ouais, donner un justement, peu plus de détails. c'était bien que ça monte en intensité au fur et à mesure. Et j'ai l'impression d'avoir surtout pris de plus en plus confiance, tu vois, de m'autoriser à faire un geste, d'essayer de le ressentir, de fermer les yeux, machin, et puis ok, et petit à petit, ok, en fait, il se passe rien, tu vois, de spécial, et je peux faire ce genre de mouvement sans avoir peur, justement, ni du regard, ni de quoi que ce soit, et puis ouais, me dire ok, je ressens quand même des choses, je me laisse porter, j'ai pas besoin de rester comme ça, juste regarder les autres vivre ça. Donc du coup je pense que c'est de la confiance qui est venue de plus en plus, et ce que j'ai dit c'est que tu l'as quand même bien, je trouve, amené et drivé. Je me suis pas senti du tout oppressé de devoir me forcer à faire quelque chose, tu vois, mais au contraire, de temps en temps, quand tu venais je te communiquais un peu ton énergie, ça m'aidait aussi à aller peut-être un peu plus loin, un peu plus fort, et puis hop, d'un coup j'avais besoin de recalmer peut-être un peu. Je faisais ça, je venais de voir, je te faisais tiens. Ouais, voilà. Si je me carrais, ça je me montait, disais tiens, puis, intègre. je sentais que ça pouvait me fatiguer, donc je reviens ensuite tranquille. Non, mais donc ouais, j'avais des petits shots au fur et à mesure, et puis t'as vu à un moment donné ça a été... Et c'était bien de bouger dans l'espace, d'aller un peu ailleurs aussi. On a changé d'endroit.
Ouais. Tu le vis un peu autrement, tu absorbes des énergies différentes autour aussi. Donc, ouais, non, je saurais pas trop comment expliquer en détail les ressentis, mais pour avoir du coup quasiment dansé 1 heure, c'est que t'as quand même bien kiffé. Ouais, c'était cool. C'était cool, je me sentais très verrouillé au niveau des hanches, je te l'ai dit. Ouais. Donc j'ai essayé de faire des mouvements différents, faire bouger un peu le, tu vois, Genou, tu m'as dit, monter, pied, machin, essayer de déverrouille. fluidifier un peu. Mais c'est pour ça que je disais, si j'ai des patterns aussi un peu de base, je vais pouvoir peut-être explorer un peu différemment mon corps. Bien sûr. Sentir l'énergie en fait qui circule un peu partout pour ne pas me sentir très verrouillé dans mes mouvements. Ouais. Alors vous avez pu voir que comme ce qui était intéressant, c'est comment j'ai réalisé la chose. J'ai essayé d'aborder vis-à-vis du profil spécifique de Rémi une entrée en matière step by step, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait un travail sur les ressentis avec le Qigong. Ça peut être une autre activité, mais elle est très bien cette activité-là parce que c'est du mouvement subtil, c'est un accent sur la sensation du corps, un lien avec la respiration, c'est très lent et la base en danse pour apprendre tout type de mouvement et même tout type d'activité, c'est de le faire lentement. Donc l'intérêt du Qigong était vraiment là pour lui faire comprendre que on a le corps, on a les sensations, on a la respiration, on travaille doucement et on commence à sentir les isolations, plus ce que je lui avais apporté juste avant avec les différents exercices. Il était armé à sa manière pour pouvoir avoir une expérience agréable ou du moins où il pouvait en retirer quelque chose pendant la danse statique. Le jour 6, le fameux jour un petit peu de transition, on est explosé, on a fait énormément d'activités, mine de rien vous vous rendez pas compte, mais on terminait super tard, on se levait super tôt, on enchaînait tout le temps la même routine qui mine de rien elle est assez usante, on utilisait notre cerveau pour tous ces échanges là, pour essayer de comprendre comment on évoluait, comment ça a progressé. On avait aussi des moments un petit peu off, mais sur les moments en majorité nous on avait du travail aussi, donc en fait c'était une semaine très chargée. Et le jour 6 j'ai pris la décision de l'intégrer un petit peu comme moi je l'avais vécu, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Bali, pour la petite histoire, j'ai eu ma phase un petit peu charbon à la salle de sport à Nirvana, à m'entraîner 2-3 fois par jour, où j'ai séché, j'ai pris du muscle, j'ai repris de la mobilité, des grands écarts, tout ça, c'est génial. Et à un moment donné, j'avais aussi une envie d'aller explorer l'île, parce que si on reste que à Canggu et qu'on fait nos pratiques, où est l'intérêt de l'exploration? Donc je me suis dit, bon, on va aller explorer. Je suis parti tout seul, je suis parti avec des amis, et j'ai notamment découvert la campagne de Sidemen. Sidemen qui est réputé notamment pour les ateliers de craft, donc de création de bijoux en argent. Et là-bas, j'ai eu l'occasion, du coup, à la fin d'un trip de 3 jours, de crafter un petit collier avec l'écriture, le symbole Isha, parce qu'à ce moment-là, j'étais en plein mandala, donc j'étais en train de faire mon mandala avec la méditation de Sadhguru. J'ai fait une vidéo sur Instagram où je parlais de ça. C'est une pratique que j'avais commencé, que mon ami Walid m'avait recommandé, qui m'avait fait énormément de bien et qui m'avait amené énormément de discipline à pratiquer 2 fois par jour pendant 40 minutes, l'estomac vide de 4 heures. Donc c'était un gros investissement personnel et c'était un pied dans la méditation que je n'avais pas eu avant. Et du coup, j'ai voulu marquer un petit peu ce moment-là de ma vie et cette discipline que j'avais mis en place avec ce collier qui était significatif pour moi à ce moment précis. Et cette idée-là m'est apparue de me dire, mais est-ce que moi j'ai ressenti et que j'ai voulu incarner avec cet objet, ce serait pas une bonne idée de le proposer à d'autres personnes, notamment dans le cas de Rémi, parce qu'il a vécu plein de choses, il a eu ses propres révélations. Et finalement, il a aussi peut-être quelque chose qu'il aimerait ramener avec lui, qu'il aimerait conserver pour l'après cette immersion. Parce que ça ne s'arrête pas après ces 7 jours, vous vous en doutez bien. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconnecter à la nature, on va remettre de l'importance sur le fait de débrancher le cerveau, d'aller au contact des petits oiseaux. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai pris 2 nuits après mon Vipassana, donc mes 10 jours de retraite de méditation silencieuse. Vous allez vous dire, le mec, il est vraiment starbé, il s'envoie les expériences les plus hardcore. Mais c'est vrai que pour pousser certaines pratiques et bien les comprendre, il faut aller chercher un extrême, puis l'autre, pour trouver son équilibre et la voie du milieu. C'est un petit peu ce que j'explique dans cette vidéo du Vipassana. Et la raison pour laquelle je me suis mis dans cette campagne pour vous faire cette vidéo, c'est pour que vous compreniez qu'il est important d'être connecté à la nature, d'être sous-stimulé,
parce qu'on est trop stimulé dans la vie de tous les jours. Et quand j'ai terminé ma retraite de Vipassana 10 jours avec très peu de stimulation en étant que là-dedans, et que je suis allé à Canggu et que j'ai pris tout le bordel dans la tête, ça m'a remis de l'anxiété, ça m'a remis mal à l'aise. Et en fait, je me suis dit, non, la transition, il faut la respecter, il faut prendre du temps et il faut y aller progressivement. Donc du coup, on est parti à Sidemen, on a exploré une cascade, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur sa stratégie de contenu, sur la manière dont il voit son business et l'évolution de sa vie et de qu'est-ce qui se passera après toute cette immersion. Donc il y a certains échanges qui étaient intéressants comme celui-ci. On en revient au terme que j'ai utilisé, mais tout ça, tout ce qu'on fait en fait, c'est pour honorer ton odyssée. C'est ton chemin, c'est ta quête. Ta quête principale, c'est pas d'être millionnaire. Ça peut être une quête, mais c'est pas la principale. Ouais. La principale, c'est comprendre ton mode de fonctionnement, Se sentir bien. te sentir bien au quotidien, même si tu peux te sentir mal, mais aussi accepter de te sentir mal, comprendre pourquoi. Et c'est un retour aux sources en fait, à chaque fois retour aux sources, petit bilan. Et ça va vraiment donner un nouveau rythme à ta vie, tu vois. Je suis sûr qu'en partant de là, c'est pas un changement ultra intense parce que t'as pas vécu un truc hallucinogène ou je sais pas quoi, tu vois, t'as pas vu Dieu. Mais par contre, t'as compris des trucs et ces choses-là, si tu les appliques, elles sont sur la longueur, elles sont très transformatrices. Parce que c'est les vrais changements chez l'être humain et ils fonctionnent vraiment quand tu les répètes. Ouais. Tu vois. Et ça, la majorité des gens, malheureusement, ils n'acceptent pas de faire ce travail-là. Donc si tu es prêt à accepter de faire ce travail-là, de routine, d'ancrage... Ouais, surtout aujourd'hui, tout le monde veut tout très très vite. Ouais, tout le monde veut tout très très vite, on veut pas faire d'efforts, on veut la pilule, on veut le champignon, on veut le machin qui te fait avoir l'expérience, qui te fait oublier tes problèmes. Mais non, en fait, faut que tu ressentes ton corps, il y a des passages obligés. Ouais. Et c'est trop bien, c'est ça l'Odyssée pour moi. Et ton petit héros à l'intérieur, il se forge, il prend du level, tu vois. Jour après jour, il prend du level, même si c'est un petit level, il en prend. À un moment donné, tu vas vouloir t'envoyer un nouveau Breastwork et tu seras en mode putain, je suis prêt là. Là, je veux y aller. Tu vas bombarder, tu vas pomper, tu vas te retrouver, tu vas te retrouver projection astrale, tu vas faire ah ouais, c'est pour ça que j'ai bossé, putain. Et après avoir pu expérimenter un petit peu de passage en nature, voilà, on s'est amusé, on a fait quelques plans sympas sur le scooter, on a exploré les cascades, on a fait un petit peu de lutte dans l'eau, voilà, c'est cool. On est parti à l'atelier de craft et on est allé réfléchir à cet outil, à cet petit objet, à cette symbolique. Je lui avais demandé au préalable de réfléchir à quelque chose, il n'avait pas forcément d'idée. Donc du coup, quand on est arrivé là-bas, on a pris un petit temps. Et du coup, je vous mets un petit peu les images en mode montage, là, si vous voulez voir le craftage. Moi, je vais faire de la merde. Ce qui est très drôle, c'est que ce joli personnage, il a perdu sa bague il y a 2 jours. Il l'a perdu, une bague sentimentale, que ça faisait 8 ans qu'il l'avait, celle qui avait marqué sa relation. Et je l'avais complètement oublié, mais en arrivant là, il me l'a fait remarquer qu'en fait, c'était peut-être le moment pour lui d'en refaire une nouvelle. Et effectivement, je le vois comme un signe. Je suis obligé de le voir comme ça, sinon je chiale. Donc ouais, je le prends comme un signe et ça peut être très cool. J'avais vu pas mal de vidéos et des potes qui ont fait ce genre d'activité. Moi, j'ai jamais fait ici. Donc trop bien. Et on a décidé du coup en commun de faire 2 bagues, donc une bague chacun qui représentait, du coup je l'ai ici aussi, qui représentait l'aspect fondamental de notre Human Design, ce qu'on en a compris, ce qu'on en retire et ce sur quoi on s'engage aussi à travailler par la suite. Parce qu'une fois qu'on a compris quelque chose, c'est bien. Une fois qu'on en a fait l'expérience, c'est encore mieux. Mais encore faut-il conserver cette compréhension et cette expérience sur le long terme pour en faire vraiment un ancrage personnel, un mode de vie. Et ça, c'est un vrai challenge. Donc l'idée de la bague et du totem, c'est cette idée-là qui m'est venue et du coup on a pu réfléchir avec Rémi à cet objet et lui, je vous laisse vous expliquer pourquoi il a choisi ces symboles-là sur sa bague. Donc ouais, 3 éléments qui en sortent que j'ai mis sur cette bague, c'est effectivement l'œil, un peu l'œil Illuminati dans la pyramide, mais qui pour moi symbolisait plutôt cet œil du projecteur, qui représente un peu cet œil un peu perçant qu'on peut avoir, ouais. Où j'ai une facilité, donc c'est le principe aussi et la définition du projecteur, c'est qu'on voit beaucoup dans les gens, on est capable de structurer beaucoup
une vision des choses et de la personne qu'elle-même va avoir du mal à faire. Donc on a un œil peut-être assez structuré extérieur. Derrière, il y a le 4-6, en gros, c'est parce on est défini toujours par deux lignes. J'ai une facilité du coup à avoir des opportunités de par mon réseau proche notamment. Donc il faut que je cultive mon environnement proche, mes contacts, mes amis. Il faut que je fasse attention à mon environnement parce que c'est grâce à lui que j'ai des opportunités notamment et que ça me porte dans le succès qui est censé être mon état d'alignement naturel. T'as vu, j'ai une bonne interprétation. Bon, du coup, Rémi vous a expliqué les tenants et les aboutissants de son objet symbolique. Il vous a expliqué pourquoi il avait choisi ça. Ça a clôturé du coup notre journée du samedi. Et on est rentré bien fatigué à Canggu. Et je sais plus ce qu'on a fait exactement, mais je pense qu'on est allé se coucher. Et on a fait le bilan de la journée. Et puis ensuite, on devait se retrouver le lendemain matin pour aller à Udara pour le festival. Udara Sunday Festival. Ce festival-là, Rémi l'avait déjà fait auparavant, j'en avais connaissance, et c'est pas grave, je me suis dit que ce serait une bonne manière de terminer, de finaliser toute cette expérience et cette immersion avec un petit package combiné de ce qu'on a vécu, à savoir il y avait du sand dealing, un petit breathwork et une danse statique, mais cette fois-ci c'était pendant la journée et c'était dans un autre cadre. Très cool, on a bien adoré, mais on était tellement rincés, tellement claqués de toute l'expérience qu'en fait on a fait je crois que la moitié des activités et en plus elles n'étaient pas non plus, malheureusement elles étaient un petit peu moins bien que celles qu'on avait faites en début de semaine et je pense que le corps était fatigué, l'esprit était fatigué, on n'avait qu'une envie, c'était de prendre un café, discuter un petit peu, aller faire une sieste. Donc honnêtement on va pas vous mentir, la fin de cette journée là elle était un peu dure et on a terminé ça avec un bon repas. Ensuite on est rentré dans ma chambre, dans ma guest house. On en a profité pour faire l'appel de clôture, l'appel de bilan avec Adam sur son Human Design. On a pu vérifier tous ensemble que ce travail-là qu'on a fait sur ces 7 jours, il était en lien, en accord avec les problématiques initiales de son profilage, ce qui était très important pour moi, qu'on ait vraiment une ligne directrice qu'on a respectée, vous pouvez le voir au fur et à mesure de chaque moment, de chaque activité, de chaque bilan. On essayait de garder un lien, une ligne directrice vis-à-vis de son design, c'était l'enjeu. Parce que selon moi, l'idée de sens vis-à-vis des pratiques et de ce qu'on faisait là venait d'un outil en particulier qui était l'Human Design. Donc ça peut être l'outil que vous voulez, mais cet outil-là que moi il m'avait parlé, j'avais décidé de le réemployer. Et on en a profité pour le mettre à l'épreuve avec le parcours spécifique de Rémi et son profil spécifique qui est assez rare. On en a profité du coup pour passer cet appel. Adam a validé tous les points qu'on avait vus. Je vous mets quelques éléments qui sont importants de cet appel-là juste ici. Parce qu'en fait, on a couru partout du coup toute la semaine. Tout était optimisé presque à la minute près. Puis dès qu'on avait le moins de temps de pause, moi je partais sur mon taf. Et j'enchaînais des heures en plus de taf à discuter avec des gens, là aussi donner de mon énergie. Donc ouais, les jauges étaient un peu vides là sur la fin. Et du coup, je pense qu'on a moins profité entre guillemets des différentes activités. On a moins pu les exploiter pleinement. Surtout ce matin, Udara, là, au final, on a juste dormi, on n'a pas écouté. Dès qu'il y avait du breathwork, on faisait trois respirations, on s'arrêtait en plein milieu parce qu'on n'avait plus le jus même de respirer, quoi. On était là, vas-y, laissez-nous tranquille. Bien sûr. Ouais. Mais je pense que si même Ismaïl est comme ça, c'est que moi j'ai pris cher aussi. Si même mais ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Projecteur, t'imagines. J'avais une troisième question qui était importante. Donc moi aussi, j'avoue, je suis fatigué un peu. Rémi a bien compris les tenants aboutissants de son design, ou du moins la première partie à explorer. Maintenant, son job, vous en doutez bien, ça va être de continuer ce travail-là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un podcast bilan pour qu'on puisse analyser qu'est-ce qui s'est passé, comment il se sentait vis-à-vis de sa problématique à un temps zéro, donc dès la première journée, et comment il se sent à la fin. Donc on a fait ce podcast-là, mais on a préféré attendre en respectant son design et nos énergies à tous les deux. On était rincés. Me connaissant, j'ai voulu tout enchaîner et me dire ok, on termine. Au final, on s'est posé, on s'est dit non, ça sert à rien. On risque de se répéter, on risque d'être fatigué, on risque de dire la même chose. Ça n'a pas d'intérêt. Attendons quelques jours, faisons le bilan, le podcast plus tard dans la semaine, ce qui était un choix tout à fait juste parce qu'il nous a permis d'avoir l'esprit plus clair. Donc on a tourné ce podcast final et bilan dans ma guest house du coup un peu plus tard dans la semaine, et ce podcast là du coup il est disponible également sur la chaîne YouTube. Si tu es intéressé pour l'écouter en entier et voir réellement ce que nous a dit Rémi jour après jour pour comprendre un petit peu plus dans le détail comment lui a vécu chaque élément, parce que je ne peux pas les mettre dans son intégralité sur ce documentaire, je t'invite à aller regarder ce podcast là.
Grosso modo, je vais laisser quelques mots de Rémi pour expliquer son ressenti et son vécu de chacune des journées. Donc je vais mettre un petit peu les éléments marquants de ce qu'il a pu dire pendant ce podcast, que tu puisses avoir, que ça puisse susciter un intérêt selon toi pour voir la version intégrale, mais qu'au moins tu vois comment lui ça l'a touché vis-à-vis de sa problématique initiale et qu'est-ce qu'il en a retenu. J'ai vraiment aimé cette routine d'ancrage du matin au final, juste avoir ce réflexe de prendre du temps pour soi le matin et de prendre ce temps surtout pour ne rien faire, pour être avec soi-même en bord de mer. Moi, c'est un travail pour moi au final aussi d'apprendre à prendre du temps pour moi, seul. On a vu que c'était avec Adam aussi important dans mon design, moi qui absorbe beaucoup de choses. Il faut aussi que pour recharger les batteries, j'ai du temps pour moi. Et donc c'est vrai que de prendre ce temps-là le matin, tout seul, breathwork, méditation, bain froid, qui aide déjà tout ça à virer du brouillard mental, à retrouver de la clarté. Mais en plus de me retrouver avec moi-même, j'ai senti que c'était une des choses déjà les plus importantes que donc je garde et que j'ai mis en place là depuis lundi. Le Qigong effectivement a été un petit combat avec moi-même pendant 30 bonnes minutes. Oui. À un moment donné, j'ai failli abandonner, je faisais plus le mouvement. Et le gars, il me regarde, il me dit ça va, tout va bien. J'avais envie de lui dire va te faire foutre, je m'en vais. J'ai vu. J'ai ressenti un tout petit peu ce qu'il voulait dire. Je sentais que j'étais très verrouillé au niveau des hanches, du bassin et que j'avais du mal du coup à faire circuler cette énergie dans le corps. Et je pense que ça a été très intelligent au final de le mettre avant l'estatic dance. C'était pas prévu, tu vois. Ouais. Mais au final, c'est ce qui m'a aidé à quelque part déverrouiller aussi un peu mon corps. Et aller rechercher aussi, parce que c'était quand même pendant 1 heure, t'es les yeux fermés, t'es très concentré sur ce que tu ressens dans le corps à ces mouvements lents. Et donc mine de rien, ça m'a préparé aussi à l'estatic dance pour pas arriver dans une énergie où ça aurait pu direct m'agresser, où j'aurais peut-être mis plus de temps à me mettre dedans. Et donc quand on a démarré l'estatic dance, je trouve que tu m'as très bien préparé. Le fait de m'obliger entre guillemets aussi à fermer les yeux au début. Moi qui capte beaucoup les choses, je regarde tout le monde et j'absorbe et derrière je perds un peu pas mes moyens, mais il y a trop. Et donc je me retrouve pas avec moi-même, je me sens pas à l'aise dans cette énergie de foule. Là ouais, j'ai pris le temps, c'était lumière tamisée et j'ai franchement passé un super moment sur cette estatic dance. Parce que oui, la structure était très intelligente, je pense, dans le fait qu'on survole tout. Que, encore une fois, il y a cette routine d'ancrage qui, de toute façon, pour moi, au final, est la clé, mais une clé au quotidien. Ouais. De prendre cette régularité tous les jours, parce que bien sûr, c'est pas ça qui m'a complètement enlevé la charge mentale en quelques jours, et puis ça y est, j'y vois clair au quotidien. Non, pour y voir clair au quotidien, il faut que je fasse ça tous les matins au quotidien. Mais donc, j'ai compris que c'était à travers ça que je vais pouvoir être plus productif derrière, que je vais avoir plus de clarté sur l'organisation de ma journée, que je vais laisser un espace à la créativité, chose que quand on se lève, on est direct sur le boulot, on est direct dans je dois faire quoi, j'ai des mind to do, j'ai machin. On n'est jamais dans cette créativité, on prend jamais ce recul-là et donc on se fatigue de plus en plus petit à petit et surtout on prend peut-être un chemin qui n'est pas le bon, un chemin qui est peut-être pas pertinent, alors qu'avec ce temps de recul et juste ces 20 minutes de breathwork, méditation, tu as une idée qui pop, tu as un truc et en fait ça te permet de réaxer. Et on sait que un petit réaxage de 2%, comme on dit, derrière dans la longue et à je ne sais combien de jours, de semaines, tu es à l'opposé. Ça m'amène peut-être à la question, d'un point de vue business, est-ce que tu penses que ça peut intéresser d'autres entrepreneurs qui, comme toi, sont dans cette crise de sens et ont un besoin peut-être d'une manière dense comme ça de venir travailler des zones qu'ils n'ont pas encore travaillées pour ensuite réimplémenter ça dans leur routine et dans leur business s'il y a besoin de pivoter ou de le faire d'une manière un peu différente. Ouais. Je suis très inspiré là par ta question parce que clairement j'ai un message à faire passer pour ça et je pense que tout entrepreneur, parce que moi c'est mon cas, ça me parle et il est passé c'est sûr, par les étapes où je suis passé, ou même sans être dans cette forme de crise de sens, même si la personne ne se reconnaît pas là-dedans, il y a clairement des choses à en tirer et c'est pour moi même primordial de vivre ça pour ce que ça va apporter derrière. Mais donc déjà, avant d'y répondre, oui, comme tu dis, j'ai aimé ce côté terre à terre. C'était au final aussi très important pour moi et c'est ce qui a fait que je l'ai vécu aussi bien et je me suis laissé porter. Parce que de l'extérieur, on peut peut-être penser assez vite que qu'est-ce qu'ils font comme délire là ils sont déconnectés, ils font des trucs bizarres, ils partent dans le spirituel. Moi, ça me parle pas parce qu'il y a beaucoup de gens moi j'étais déjà, je pense, ouvert.
j'avais déjà une forme d'ouverture à tout ça. Et aussi, il y a des choses de l'extérieur, et si c'est des personnes qui sont en France ou autres qui nous regardent, qui nous écoutent, elles vivent pas ce qu'on vit ici à Bali. Il y a une forme d'énergie ici à Bali qu'on ne comprend pas. Et si j'étais en France, peut-être que je me serais pas du tout ouvert à ce à quoi je m'ouvre aujourd'hui. Il y a une vraie forme d'énergie qui pousse à ça, parce que beaucoup de gens, à un moment donné, c'est des connexions, c'est des ondes, c'est des fréquences que l'humain libère. Et quand tu es entre nous, et quand tu es entouré au mètre carré et sur la ville de Canggu et partout sur cette île à Bali, de personnes qui viennent ici pour se nettoyer de certaines choses, c'est connu aussi pour ça, des gens qui viennent se libérer de cancer, de plein de trucs, c'est porteur aussi à ces énergies de travail sur soi, de développement personnel. Le bouddhisme ici, ou hindouisme qui est très présent, qui porte aussi à ces notions de karma, de plein de choses. Pour moi, bref, je fais une petite parenthèse, c'est certain que ça ouvre énormément de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne vit pas en France. Mais justement pour ces personnes-là qui nous écoutent, qui nous voient et qui ont l'impression que c'est peut-être un peu perché ou ça me parle pas parce que moi je suis pas dans cette énergie-là, je suis pas dans cette ouverture-là. Oui, ce que j'ai aimé avec toi, c'est le côté terre à terre malgré tout, où on reste, on comprend que il faut expérimenter ça, c'est hyper intéressant, ça a bien fait, on le comprend, on le vit, mais en même temps on se déconnecte pas complètement parce qu'on sait qu'il y a des enjeux pro, parce qu'on sait qu'on a quand même des objectifs à mettre en place, parce qu'on n'est pas là non plus pour être en mode peace and love, j'aime la vie et je veux plus aucune responsabilité, plus aucune charge nerveuse de quoi que ce soit. Parce qu'on sait que les extrêmes sont toujours mauvais. Et donc j'ai bien aimé ton approche là-dessus, vraiment. Quoi qu'il en soit, justement, pour tous ceux qui écoutent, qui voient le podcast, si je parle à un entrepreneur, je lui conseille vraiment de vivre du coup ce qu'on a vécu là, juste de le faire, de s'y ouvrir, de tester, parce que derrière c'est pas juste je veux comprendre ce que m'apporte la méditation dans le côté spirituel d'eux. C'est pour moi au final le plus gros résumé, c'est juste t'as un temps pour toi, t'as un temps qui t'ouvre à la créativité. Et en fait, c'est des choses qu'on perd au quotidien dans l'engrenage de l'entrepreneuriat et de la charge mentale et d'une to-do qui n'en finit jamais. Et donc pour moi, c'est quelque chose à incorporer qui est juste primordial pour être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus productif dans ce que tu fais. Je fais un rapprochement qui est peut-être pas le meilleur, mais il y en a certains qui ont peut-être lu le livre La semaine de 4 heures et tout. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà compris les idées, les principes. J'ai jamais vraiment réussi à l'appliquer parce que, à un moment donné, encore une fois, quand tu es dans ce quotidien de j'ai compris qu'on peut être plus productif et qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus de 4 heures, machin. Mais à un moment donné, tu te laisses rattraper par les choses. Et en fait, je n'arrivais pas à le concrétiser. Et là, j'ai l'impression d'avoir mieux compris ce livre à travers ce qu'on a fait là. Parce que, au final, c'était pas juste mieux agencer, mieux être productif et mieux faire ci et ça. C'était juste libérer de la charge mentale, prendre du recul, nettoyer un petit peu tout ça, te mettre dans un état du coup semi-méditatif et autres qui fait que tu es dans la créativité pour y voir au final beaucoup plus clair sur ta journée, avoir ce recul naturel de ok, j'avais prévu tout ça. En fait, moi, j'ai vraiment vu en mode où je prends le recul d'un coup sur tout. Un peu comme les fenêtres de l'ordi, c'est que tu mets d'un coup en éclaté, là, tu vois tout d'un coup. Image mentale qui petite image mentale et en mode ok, j'avais prévu ça, qu'est-ce qui est le plus pertinent? En fait, tu réagences d'un coup ton truc de manière beaucoup plus claire et tu vires facilement des choses. Ça, c'est de la merde, c'est bon, ça, j'avais pas besoin, je me mets la pression à faire ça alors qu'en fait, c'est pas important. Tu vas beaucoup mieux prioriser, tu vas être beaucoup plus productif. Le bain froid, les états dans lesquels tout ça met, comme tu dis, ça réduit la charge de dopamine. Il y a plein de choses justifiées derrière qui sont trop intéressantes sur au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire les mêmes journées que je faisais, mais en 2 fois moins de temps. C'est trop bien. Et donc, pour un entrepreneur, clairement, c'est game changer parce que c'est pas juste s'ouvrir au spirituel, c'est à travers ces expériences-là, se reconnecter à soi, avoir plus de clarté et donc être beaucoup plus efficace, en plus d'être beaucoup plus aligné parce que ça se trouve, vous allez prendre un chemin. Vous allez découvrir que vous êtes en train de lutter dans un truc qui va vous mener droit dans le mur, même si ça vous fait rapporter 20 000 euros de plus sous quelques mois. On s'en branle parce que si au bout il y a un mur, de toute façon, vous allez perdre du temps, vous allez devoir repartir. Les 20 000 euros que vous avez fait en 3 mois, vous allez en perdant 2-3 mois derrière sans argent parce que vous devez virer de bord. Lisser sur les 6 mois, ça représente pas grand-chose en argent que vous avez pris.
Et moi, ça m'a aidé à comprendre tous ces concepts, ces notions et savoir que je vais dans la bonne direction avec la bonne clarté, la bonne productivité. Et là, je parle de mes déclics, hein, mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que les gens l'expérimentent parce qu'ils en auront sûrement d'autres, propres à eux-mêmes, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau chemin qui va pouvoir se révéler pour eux derrière, quoi. Donc comme tu peux le voir, plutôt positif, même très positif. On est sur un bilan assez homogène. La problématique initiale, elle a été travaillée, elle a été comprise. Et maintenant, il a des outils pour avancer. Rémi, moi, je l'ai vu au bout de 2 jours, en fait, avec son implication. Si je dois faire un petit big up à lui, que j'ai déjà fait dans le podcast, mais que je refais dans cette vidéo, la preuve de son succès et la preuve de sa progression, elle vient pas du ciel, elle vient pas de n'importe où. Elle vient de l'état d'esprit dans lequel il s'est mis vis-à-vis de cette immersion. Elle vient de l'investissement personnel qu'il a su entretenir chaque jour, malgré des pratiques qui parfois ne lui convenaient pas. Il a joué le jeu jusqu'au bout, malgré ses conditions à côté, d'un point de vue de son business, de sa copine, de ce qu'il avait à faire, de ses priorités. Il a joué le jeu, il a show up. Et ça, c'est vraiment la qualité, je pense, qui est essentielle. Et c'est ce qu'on a essayé de décortiquer en montrant qu'il y ait une bonne pratique ou une mauvaise pratique, en fait, c'est que de la pratique. Ça demande du temps, ça demande de la répétition, ça demande de l'effort, quelle que soit la pratique que vous choisissez. Donc big up à Rémi pour avoir fait tout ce travail-là en profondeur avec moi. Merci énormément de m'avoir fait confiance pour cette immersion. Je suis très heureux et très satisfait de voir qu'en fait cette formule, ce modèle fonctionne. J'étais un petit peu sceptique à l'idée de proposer ça parce que ce que moi j'ai vécu personnellement et les changements que j'ai opérés concernent ma réalité, concernent mes efforts, et je doutais un petit peu du fait de la faisabilité de ce format. Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, qui ne fonctionne pas pareil, qui n'a pas le même design, qui n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes affinités, est-ce que s'il reproduit les mêmes efforts et qu'il respecte ces conditions-là d'investissement personnel, est-ce qu'il sera capable de régler sa problématique? Parce qu'on partait d'une problématique tous les deux qui était similaire. Et la réponse est claire, oui, c'est possible, et j'en suis très satisfait, j'en suis très content, et ça m'a rassuré sur le fait de le proposer à d'autres personnes, parce que ce format-là est rempli de sagesse, il est rempli de profondeur, et pour moi, tout le monde devrait en bénéficier. Néanmoins, c'est un format qui a son coût, c'est un format qui, moi, me demande un coût énergétique, un coût temporel, c'est de gros efforts, c'est le package de toutes mes années d'expérience, que ce soit les plus folles du Vipassana, à mes 10 ans de pratique de danse, à mes 6 mois sur Bali, à piocher un petit peu ce qui se fait pas, parce que souvent quand on arrive sur cette île, on sait pas du tout quoi faire. On connaît un petit peu le breathwork, on connaît un petit peu la méditation, c'est le marché, on prend sa banane, son légume, on se fait son plat, mais des fois, le plat qu'on est en train de se servir, il est pas du tout bon pour le corps, il est pas bon pour notre assimilation. Donc un petit peu comme se faire son petit régime alimentaire, se faire son régime de pratique personnelle, ça demande un accompagnement, ça demande une certaine expérience, une certaine maîtrise, et ça demande de la confiance. Donc ce que tu viens de voir au travers de ce documentaire, c'est pas juste une retraite spirituelle comme on pourrait te le vendre à tout bout de champ, c'est la compilation d'années de pratique, d'années d'expérimentation personnelle, d'années de coaching. Je précise aussi qu'on n'a pas besoin de diplôme pour ça. Moi, j'enseigne de par ma pratique, et la seule chose que j'enseigne, que je me permets d'enseigner, c'est ce que je fais. Et je suis également diplômé. Je suis professeur d'EPS depuis 4 ans, donc j'ai mis en pause mon activité, je ne la fais plus. J'ai transitionné, mais j'ai enseigné à des groupes d'adultes, j'ai enseigné à des groupes de jeunes, j'ai enseigné plein d'activités différentes, sous plein de formats. L'enseignement, c'est une qualité qui s'apprend, mais enseigner quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience et enseigner quelque chose qu'on a réellement vécu, il y a vraiment une grosse différence. Donc oui, ce n'est pas une retraite spirituelle, c'est véritablement une immersion de 7 jours. C'est une immersion millimétrée au détail qui a vraiment une spécificité avec la personne que j'accompagne. Rémi avait un profil de Human Design très spécifique, qui avait des besoins, qui avait des contraintes, qu'on a dû identifier, qu'on a dû lire, qu'on a dû comprendre pour les appliquer, que ce soit avec les activités mystères que j'ai choisies pour lui, que ce soit également avec la routine du matin d'ancrage que j'ai dû millimétrer, que ce soit avec les retours, ma position énergétique, ma position en tant que coach, si je puis dire, sur chacun de ces jours, sur les retours que je pouvais lui faire. Donc c'est réellement un gros investissement des deux côtés, et pour que ça fonctionne, il faut que les deux profils se fassent confiance. Il faut que je sois moi capable de faire confiance en le travail de la personne que j'accompagne. Il faut que la personne qui se fasse accompagner fasse confiance à mon expertise, fasse confiance à mon parcours de vie, fasse confiance à mon enseignement, qu'elle fasse confiance en mes qualités d'accompagnement. Et seulement s'il y a une confiance qui est
ancré entre les deux personnes, il peut y avoir du résultat sur ce genre d'immersion. Donc si ce documentaire t'a inspiré, il t'a donné envie d'aller un petit peu plus découvrir ce qu'il y a au fond de toi, peut-être que tu as vécu quelque chose de similaire à Rémi, que tu te reconnais dans son parcours, que tu te reconnais dans mon parcours, tu as l'occasion, si tu le souhaites, je vais relancer des immersions, je n'en ferai pas beaucoup, mais je vais en relancer à partir du mois de septembre. Elles seront destinées à des profils qui ont vraiment la nécessité et qui ont vraiment l'envie de se transformer, qui remplissent les critères que j'ai vus au préalable. Donc si tu te reconnais dans le profil de Rémi, que tu es à Bali, que tu es entrepreneur ou pas entrepreneur, mais si tu es entrepreneur, tu te reconnaîtras mieux dans toutes les problématiques qu'on aborde, parce que c'est souvent des problématiques qui reviennent, mais en tant que salarié, on peut les avoir aussi. Si tu te reconnais là-dedans, tu peux m'écrire un message. Cette offre d'immersion, je vais la relancer au mois de septembre. Très certainement qu'elle sera au mois de septembre induite et enrichie de plein d'autres expériences que j'ai vécues, notamment celle de la méditation avec le Vipassana que j'ai vécu il y a quelques jours, qui m'a permis d'aller encore plus en profondeur du point de vue de mon expérience personnelle là-dessus. Donc j'ai encore plus de choses à apporter. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir accompagner de nouvelles personnes dans le même profil que Rémi pour que ça matche, que ça crée des amitiés, que ça crée des changements, parce que moi aussi ça m'enrichit de faire ça, sinon je ne le ferais pas. Et puis bah voilà, si ça te parle, laisse-moi un message sur YouTube, Instagram ou WhatsApp, je laisse mes coordonnées. Très certainement que j'enverrai un questionnaire pour pouvoir recueillir des informations pour vérifier avant de passer un appel si tu es qualifié pour ça, parce que tu te doutes bien qu'il y a des nécessités pour participer à ce genre d'immersion, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'un point de vue de la localisation, qu'elles soient d'un point de vue du passé et de la problématique à résoudre. Donc voilà, je préfère m'engager de la bonne manière, j'ai envie d'apporter des résultats positifs, ces résultats-là, ils ont un coût, et je pense que n'importe qui peut en bénéficier, mais il faut se sentir prêt, il faut avoir envie, il faut en ressentir l'appel. Je vous laisse sur cette fin de vidéo, je vous remercie d'avoir regardé le documentaire dans son entièreté, merci à Rémi de m'avoir fait confiance, et si vous avez également envie de participer à des prochaines retraites que je vais organiser sur Bali, je vous invite également à m'écrire. Pareil, il y aura un petit questionnaire, j'y vais au compte-gouttes petit à petit, ce sera avec des petits groupes dans un premier temps, et puis on affinera au fur et à mesure. En espérant que le documentaire vous a plu, qui vous a parlé, je mets toutes les informations qui sont nécessaires dans la description, que ce soit les différents spots sur lesquels on a fait les activités et toutes les informations spécifiques. Si j'oublie quelque chose, faites-moi un message en commentaire, je le rajouterai à la description. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'en suis très satisfait, très content. C'est l'aboutissement d'années de travail. Et vraiment, on a brisé des croyances, j'ai brisé des croyances pour arriver à ce résultat-là. Et je suis très heureux de voir que j'arrive à impacter, à toucher les gens profondément de par les démons que j'ai dû vaincre. En fait, j'arrive à, en quelque sorte, montrer la voie. Et montrer la voie, quelle chance d'offrir ce cadeau au monde. Merci beaucoup et on se voit pour une prochaine vidéo.